J'ai rejoué ces 10 minutes tant de fois que je pourrais probablement les réciter dans mon sommeil, image par image, comme un film que je n'ai jamais voulu voir 2 fois. 10 minutes. C'est tout ce qu'il a fallu pour que 19 ans de mariage se fissurent, là, sur le parking d'une épicerie, sous les lumières fluorescentes et l'odeur de poulet rôti. Je ne le savais pas encore. Debout à cette caisse, ma carte à la main, je pensais que je faisais simplement mes courses. Je ne savais pas qu'un vieil homme nommé Franck était sur le point de me tendre la vérité. Tout a commencé comme n'importe quel autre samedi. Eric et moi avions une routine que nous suivions depuis des années. D'abord le café, puis le marché des producteurs si le temps le permettait, ensuite les grandes courses au Riverside Market sur Elm Street, celui avec les larges allées et la boulangerie qui sentait toujours la cannelle. Nous faisions cela depuis avant même d'acheter la maison. 19 ans de mariage vous enseignent des rythmes, et le nôtre avait toujours semblé stable, confortable. J'avais l'habitude de dire à ma sœur qu'Eric et moi n'étions pas le genre de couple passionné, mais nous étions celui qui fonctionnait. Fiable, solide. Ce matin-là, il portait son en lait gris, celui que je lui avais acheté pour son anniversaire il y a 2 ans, et il m'avait embrassé le front dans l'allée des céréales comme il le faisait toujours, une petite habitude devenue si automatique que je la remarquais à peine. Nous avons rempli le chariot comme nous le faisions toujours, lui prenant exprès la mauvaise marque de café juste pour me faire rire, moi levant les yeux au ciel et mettant la bonne. Bref, normal, ordinaire, le genre de samedi que vous oubliez à l'instant où il se termine. Nous sommes arrivés à la caisse vers 11h. Je m'en souviens parce que le magasin commençait à se remplir, des familles poussant des chariots avec des tout petits grenons et un couple plus âgé devant nous, se disputant gentiment à propos de coupons. Eric a touché mon coude et s'est penché. « Je vais juste sortir », a-t-il dit. 10 minutes. Je dois prendre un appel. Ce compte Whitmore est un vrai bazar. J'ai hoché la tête. Ce n'était pas inhabituel. Eric était conseiller financier et les appels le week-end arrivaient plus souvent que nous ne l'aurions souhaité. Je lui ai dit d'y aller, que je m'en occupais, et il m'a souri, ce sourire facile et chaleureux qui m'avait aidé à traverser les pertes d'emploi, la maladie de ma mère et chaque année difficile entre-temps, et il s'est dirigé vers la sortie. J'ai fini de charger les courses sur le tapis, j'ai payé, j'ai tout emballé moi-même en attendant, parce que c'est ce que vous faites. Vous gardez vos mains occupées. 5 minutes ont passé, puis 10. J'ai vérifié mon téléphone. Pas de message. Je me suis tenu près des portes de sortie avec 2 sacs pleins accrochés à chaque bras, scrutant le parking à la recherche de notre Highlander bleu marine, à la recherche de n'importe quoi. Au bout de 15 minutes, j'ai ressenti la première lueur de malaise. Petite et stupide, le genre de chose dont on se persuade qu'elle n'est rien. Il est probablement garé plus loin. Il est probablement encore au téléphone, en train de faire les 100 pas. J'ai failli sortir le chercher moi-même. C'est à ce moment-là que Franck m'a trouvé. Il avait peut-être 63 ans, les cheveux argentés, portant le gilet vert du magasin avec un badge plastifié indiquant Franck, 22 ans. Je l'avais déjà vu auparavant, réapprovisionnant les étagères, toujours poli, toujours lent et prudent avec les clients plus âgés qui avaient besoin d'aide pour atteindre les choses. Il s'est approché de moi avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer sur le moment. Pas de l'urgence exactement, quelque chose de plus prudent que ça, quelque chose qui donnait l'impression qu'il avait répété ce qu'il allait dire. « Madame », dit-il doucement, en jetant un coup d'œil derrière moi vers les caisses comme s'il ne voulait pas que quelqu'un d'autre entende. « Je pense que vous devriez venir avec moi. » J'ai ri un peu, confuse. Y a-t-il un problème avec ma carte? Il n'a pas répondu à cela. Il a simplement fait un geste vers un couloir près du comptoir de la pharmacie, une porte marquée « Employé seulement », et quelque chose sur son visage a fait mourir le rire dans ma gorge. Je l'ai suivi. Mes sacs pendaient toujours à mes bras. Je me souviens de ce détail spécifiquement, à quel point je devais avoir l'air absurde en entrant dans le bureau de sécurité d'un supermarché, tenant toujours 2 sacs de courses comme si j'allais faire une livraison. Le bureau était petit, encombré, un mur de moniteurs clignotant avec des images en noir et blanc des différents coins du magasin. Franck s'est assis au bureau et a affiché un enregistrement, ses doigts se déplaçant avec l'aisance de quelqu'un qui avait déjà fait cela, qui avait déjà dû montrer des images à des gens. Il n'a pas expliqué tout de suite. Il a juste appuyé sur Play. Et là, il y avait Eric, pas dehors, pas sur le parking en train de passer un appel à propos du compte Whitmore. Il était dans un couloir arrière près du quai de chargement,
celui que les clients n'étaient pas censés utiliser, se tenant près d'une femme que je ne reconnaissais pas. Cheveux blonds foncés, peut-être la quarantaine, portant un blazer qui semblait plus adapté à un bureau qu'à des courses du samedi. Ils ne se touchaient pas. Il n'y avait rien de scandaleux dans les images, rien que je puisse pointer du doigt et appeler une preuve de quoi que ce soit de spécifique, mais il y avait une familiarité dans leur façon de se tenir, la façon dont sa main a reposé brièvement sur son avant-bras avant de retomber. La façon dont il a incliné la tête vers elle, comme s'ils avaient eu cette conversation 100 fois auparavant. Ce n'est pas la première fois, a dit Frank, sans méchanceté. Je l'ai vu ici quelques fois au cours des 2 derniers mois. Je n'étais pas sûr de devoir dire quelque chose. Mais ma femme, elle est décédée il y a quelques années et j'ai toujours souhaité que quelqu'un lui ait dit les choses plus tôt que plus tard. Alors il a haussé les épaules comme si l'explication lui coûtait quelque chose. Je me suis dit que vous voudriez savoir. Je l'ai remercié. Je ne me souviens pas exactement de ce que j'ai dit. Quelque chose de poli, quelque chose d'automatique, le genre de réponse que votre bouche donne quand votre esprit n'a pas encore rattrapé. Je suis retourné dans le magasin, j'ai dépassé les caisses pour sortir sur le parking, et là, Eric était appuyé contre le Highlander, son téléphone dans la poche, souriant comme si rien au monde n'allait mal. Désolé, ça a pris une éternité. Whitmore est un cauchemar. Il a pris les sacs de mes mains, m'a embrassé sur la joue. J'ai souri en retour. Je n'ai absolument rien dit. Le trajet du retour fut silencieux comme il l'était toujours. Eric parlait de la situation fiscale d'un client, moi hochant la tête au bon moment. Rien sur mon visage ne trahissait quoi que ce soit. 19 ans de mariage et il s'est avéré que j'étais meilleur pour cacher les choses que je ne l'avais jamais imaginées. Ou peut-être que j'avais juste besoin de temps. Le temps de comprendre ce que j'avais réellement vu. Le temps de décider ce que j'allais en faire. Ce soir-là, après le dîner, après notre routine habituelle de vaisselle, de nouvelles et de lecture au lit, j'ai remarqué quelque chose que je n'avais jamais vu en 19 ans ensemble. Eric s'est penché, a retourné son téléphone face contre le matelas et l'a glissé sous son oreiller avant de s'endormir. Je suis resté allongé là, dans le noir, à côté de lui pendant longtemps, fixant le plafond, écoutant sa respiration. Je ne l'ai pas confronté. Je veux être honnête à ce sujet parce que je sais que certaines personnes l'auraient fait. Certaines femmes l'auraient secoué pour le réveiller cette nuit-là même et auraient exigé des réponses, jetant des accusations à travers la chambre comme des couteaux. Cela n'a jamais été ma nature. Je suis le genre de personne qui a besoin d'avoir une vue d'ensemble avant d'agir. Et ce samedi soir, allongé à côté d'un homme que je pensais connaître complètement, j'ai compris que je n'avais vu qu'un fragment de quelque chose de beaucoup plus grand. Alors j'ai décidé d'attendre, d'observer, d'apprendre. Le lendemain matin, j'ai acheté un petit carnet, du genre simple, avec une couverture noire, et j'ai commencé à noter des choses. C'était étrange au début, presque comme si je le trahissais juste en prêtant attention. Mais je me suis dit que je rassemblais simplement des faits, comme Eric lui-même m'avait appris à le faire lorsque nous nous disputions à propos des finances au début de notre mariage. Ne réagis pas émotionnellement, disait-il. Regarde les chiffres. Regarde le schéma. Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai cherché le schéma. Les dates, les heures, les excuses qu'il donnait pour être en retard ou injoignable. Je les ai toutes notées dans ce carnet, rangé dans le tiroir de ma table de chevet sous une pile de vieux magazines. Chaque réunion client qui s'éternisait, chaque appel téléphonique qu'il prenait sur le porche arrière avec la porte fermée. Chaque jeudi soir, il rentrait à la maison avec une légère odeur d'un restaurant que je ne reconnaissais pas, prétendant que c'était un déjeuner d'affaires qui s'était prolongé dans l'après-midi. En 1 semaine et demie, le schéma est devenu indéniable. Chaque jeudi, sans faute. Un mardi sur 2, comme une horloge. Toujours lié à un nom de client vague que je ne pouvais jamais vraiment identifier. Whitmore, puis Sanderson, puis une société appelée Ashford Group dont je ne l'avais jamais entendu parler auparavant. Ce mois-là, j'ai commencé à réaliser que ce n'étaient pas des excuses spontanées. Elles étaient programmées, répétées. Un homme ne développe pas accidentellement un schéma récurrent de disparition bi-hebdomadaire à moins qu'il ne protège quelque chose volontairement. Un mardi, j'ai dit à Eric que j'avais un dîner client. Un mensonge, mon premier vrai mensonge en 19 ans, et il est sorti de ma bouche plus facilement que je ne l'aurais cru. À la place, j'ai conduit jusqu'au petit centre d'affaires près de la route 9, celui qu'il avait mentionné en passant comme étant le lieu de sa réunion du groupe Ashford.
Je me suis garé de l'autre côté de la rue, à l'ombre de l'auvent d'un pressing, et j'ai attendu. Eric est arrivé le premier, pile à l'heure, vêtu de son costume gris anthracite, celui qu'il portait pour ce qu'il appelait les clients importants. Il est entré dans un café. J'ai reconnu Bellamy, le genre d'endroit avec des briques apparentées un expresso cher. 20 minutes plus tard, une femme est arrivée. Je l'ai reconnue instantanément des images de sécurité. Cheveux blonds foncés, le même blazer ou un trait similaire. Elle est entrée seule, a commandé au comptoir seule, s'est assise en face de lui comme si c'était une routine, comme s'ils avaient fait cela tant de fois que la chorégraphie ne nécessitait plus de réflexion. Je les ai observés par la fenêtre pendant près de 40 minutes. Ce qui m'a le plus frappé, ce n'était pas l'affection. Il n'y avait pas de contact prolongé, pas de baiser volé, rien qui criait à la romance comme je m'y attendais presque, comme je l'espérais presque d'une manière étrange, parce qu'au moins une liaison aurait été simple. Ce que j'ai vu à la place était quelque chose de plus calme, et en quelque sorte plus troublant, des papiers passés entre eux, un dossier changeant de main, Eric pointant quelque chose sur une page pendant qu'elle hochait la tête, son expression sérieuse, concentrée, professionnelle. Ils ne sont pas arrivés ensemble. Ils ne sont pas partis ensemble. Elle est partie la première, marchant d'un pas vif vers une berline argentée garée 2 rues plus loin. Il est parti 10 minutes après, vérifiant son téléphone, ajustant sa cravate, rentrant à la maison comme si rien d'inhabituel ne s'était produit. Cette nuit-là, je suis resté éveillé à nouveau, y réfléchissant. Ce n'est pas de la romance, ai-je pensé. Ou si c'en est, c'est enrobé dans quelque chose d'entièrement différent, quelque chose de répété, quelque chose de prudent. 2 personnes qui avaient dansé cette danse suffisamment de fois pour savoir exactement comment éviter les soupçons, exactement combien de temps attendre entre les arrivées, exactement quelle entrée utiliser. Pendant ce temps, Eric lui-même semblait changer de petite manière. Je doute que quiconque, à part une épouse de 19 ans, l'aurait remarqué. Son téléphone, qui traînait nonchalamment sur le comptoir de la cuisine pendant qu'il se douchait, l'accompagnait maintenant partout, même aux toilettes, même pour promener le chien. Il a changé son code d'accès 2 fois en 2 semaines. Et quand je lui ai posé la question nonchalamment, il a marmonné quelque chose sur les protocoles de sécurité du travail et a rapidement changé de sujet. Il a commencé à faire des promenades seul le soir. Le téléphone collé à l'oreille, la voix basse. Et quand je demandais à qui il parlait, il disait « juste le travail ». D'un ton qui était autrefois léger et qui était maintenant, si j'écoutais attentivement, juste un peu trop rapide. Je ne l'ai jamais suivi lors de ces promenades. Je me suis dit que ce n'était pas encore le moment. Je n'étais pas prête à tout savoir. Et un instinct en moi, le même instinct qui avait maintenu notre mariage stable pendant 19 ans, l'instinct de patience, m'a dit que si je poussais trop tôt, il deviendrait simplement meilleur pour se cacher. Et j'avais besoin qu'il soit un peu négligent encore un peu plus longtemps. Alors j'ai observé, j'ai documenté, j'ai rempli ce carnet noir de dates, d'heures et de petites incohérences qui commençaient à former une image que je ne comprenais pas encore, mais dont je savais, au fond de ma poitrine, qu'elle était bien plus grande qu'une femme en blazer dans un café. Puis, un dimanche après-midi pluvieux, alors qu'Eric était à la salle de sport, je me suis assise à la table de la cuisine pour organiser de vieux documents fiscaux. Quelque chose que je faisais chaque année à cette époque, une habitude aussi routinière que nos courses du samedi. J'ai sorti des dossiers remontant à 6 ans, triant des formulaires W2, des reçus et de vieux relevés bancaires. Mon esprit n'était qu'à moitié à la tâche. C'est là que je l'ai vu. Glissé dans un dossier marqué Investissement 2021, à moitié enfoui sous de vieux relevés de courtage, se trouvait une seule page listant un numéro de compte que je n'avais jamais vu de ma vie. Je suis resté assise à cette table de cuisine pendant un long moment, fixant simplement le numéro de compte comme si le fixer assez fort pouvait le faire s'expliquer. 19 ans de mariage. Et je pensais connaître chaque compte que nous détenions, chaque relevé qui arrivait dans notre boîte aux lettres, chaque ligne de notre déclaration de revenus commune. Celui-ci n'était pas commun. Il n'était même pas à un nom que je reconnaissais, juste une chaîne de chiffres et un numéro de routage attaché à une banque dont je n'avais jamais entendu Eric parler, pas une seule fois en près de 2 décennies ensemble. Je ne lui ai rien dit. À ce stade, le silence était devenu une sorte de compétence à part entière, quelque chose dans lequel je devenais inconfortablement doué. Au lieu de cela, le lundi suivant, j'ai appelé Rebecca Lawson. J'avais rencontré Rebecca des années plus tôt par l'intermédiaire d'un ami commun, à l'époque où elle avait aidé une de mes collègues dans une situation de garde compliquée.
Je me souvenais d'elle comme étant vive, inébranlable, le genre de femme qui ne perdait pas de temps en réconfort quand les faits étaient ce qui importait. J'ai appelé son bureau et lui ai dit que j'avais besoin d'une consultation. Quand elle a demandé à quel sujet, j'ai simplement dit, je pense que mon mari cache quelque chose. Je ne sais pas encore quoi. Nous nous sommes rencontrés 2 jours plus tard dans son bureau du centre-ville. Tout en lignes épurées, livre de droit et une fenêtre qui donnait sur la rivière. J'ai exposé ce que j'avais, le carnet, les photographies que j'avais discrètement prises d'Éric et de la femme devant Bellamy, et l'étrange numéro de compte du dossier fiscal. Rebecca a écouté sans m'interrompre, son stylo se déplaçant régulièrement sur un bloc-notes. Et quand j'ai eu fini, elle a posé le stylo et m'a regardé avec une expression qui n'était pas tout à fait de la sympathie. C'était quelque chose de plus utile que ça. De la concentration. Avant que vous ne lui disiez un seul mot, a-t-elle dit, nous devons comprendre à quoi nous avons affaire financièrement. La confrontation sans information est la façon dont les gens perdent tout. Regardons d'abord l'argent. Ce fut le début de semaine que je ne peux décrire que comme étrange, calme, méthodique. Rebecca a fait appel à un comptable judiciaire nommé David Chen, un homme à la voix douce dans la cinquantaine qui avait la patience de quelqu'un qui avait passé une carrière à démêler les secrets des autres. Il m'a demandé l'accès à tous les documents financiers que je pouvais rassembler, relevés, déclarations de revenus, résumés de comptes de retraite, tout ce qui portait nos noms, et tout ce qui n'en portait pas. Au début, tout semblait ordinaire. Éric avait toujours géré nos finances de près. C'était sa profession, après tout, et je n'avais jamais eu de raison de remettre en question les chiffres qu'il me montrait chaque année au moment des impôts. Nos comptes joints semblaient sains. Notre hypothèque était à jour. Rien ne sautait aux yeux. Puis David a trouvé le schéma. De petits transferts, modestes, des montants presque oubliables. 400 $ ici, 600 $ là. Sortant d'un compte professionnel qu'Éric gérait indépendamment, restant toujours juste en dessous du seuil qui déclenche généralement les rapports bancaires automatiques. Il se produisait mensuellement, parfois 2 fois par mois, toujours à des dates irrégulières qui auraient semblé aléatoires à un regard désinvolte. Mais David ne regardait pas de manière désinvolte. Il a construit une feuille de calcul, mois par mois, année par année. Et quand il l'a présenté devant Rebecca et moi, le schéma était indubitable. Chaque transfert, sans exception, allait au même destinataire, une société à responsabilité limitée appelée Meridian Consulting Group. J'ai fait des recherches, a dit David, faisant glisser un dossier sur la table. Sur le papier, Meridian est une société de conseil aux entreprises enregistrée il y a 5 ans. Mais il n'y a presque aucune empreinte, pas de vrais clients que j'ai pu vérifier, pas de site web digne de ce nom, aucune preuve de travail de conseil réel effectué. Et pourtant, elle a reçu, il a fait une pause, vérifiant ses notes, un peu plus de 340 000 $ au cours des 5 dernières années. Je me souviens du chiffre atterrissant quelque part dans ma poitrine comme une pierre jetée dans l'eau. 340 000 $. De l'argent qui provenait de comptes que je croyais simplement financer les frais généraux de l'entreprise d'Éric, abonnement à des logiciels, honoraires de sous-traitants, les coûts ordinaires de la gestion d'un cabinet de conseil financier. Au lieu de cela, il avait été discrètement acheminé, mois après mois, vers une société qui semblait ne faire presque rien du tout. Rebecca s'est penchée en avant, sa voix mesurée mais sérieuse. Stéphanie, je veux être honnête avec vous. Les gens ne construisent généralement pas des structures comme celle-ci par accident. Et ils ne cachent pas de l'argent aussi soigneusement à moins qu'ils ne planifient quelque chose. Un divorce. Une retraite dont ils ne veulent pas que vous connaissiez la taille. Un avenir qu'ils construisent sans vous. Je suis restée assise avec ça pendant un long moment. Mon esprit est retourné au café, au dossier passé entre Éric et la femme, à la manière prudente et répétée dont ils avaient évité d'arriver ou de partir ensemble. J'avais supposé, bêtement peut-être, que ce qui les liait était émotionnel. Une liaison, même longue, même sérieuse, était quelque chose que j'aurais pu finir par comprendre. Douloureux, oui, mais compréhensible de la manière dont la faiblesse humaine est compréhensible. C'était différent. Cela semblait manigancé. Je pense, ai-je dit lentement, testant les mots en les prononçant, qu'elle n'est pas seulement quelqu'un qu'il voit. Je pense qu'elle est liée à cette société d'une manière ou d'une autre. Rebecca et David ont échangé un regard que je n'ai pas tout à fait réussi à lire. C'est exactement ce que nous allons découvrir, a dit Rebecca. David, pouvez-vous obtenir les registres de propriété de Meridian?
Il a fallu 3 jours de plus à David. Les dépôts d'entreprise dans notre État n'étaient pas toujours simples, surtout pour les petites SARL qui avaient été créées par l'intermédiaire d'agents enregistrés spécifiquement pour masquer la propriété. Mais David était patient et minutieux, et un jeudi soir, à juste titre l'un des jours qui était devenu partie intégrante du schéma régulier d'Éric, mon téléphone a sonné. J'ai trouvé le propriétaire enregistré, a dit David. Sa voix était prudente, la voix d'un homme qui avait déjà annoncé des nouvelles difficiles et savait qu'il n'y avait pas de manière douce de le faire. Je vous envoie le document maintenant. J'ai ouvert le fichier avec des mains pas tout à fait stables. Une seule page, officielle et sans particularité dans sa mise en forme, listant le membre fondateur et unique propriétaire de Meridian Consulting Group. J'ai fixé le nom pendant un long moment avant qu'il ne s'enregistre pleinement. C'était elle, la femme du supermarché, la femme de Bellamy, la femme dont la main avait reposé brièvement sur l'avant-bras de mon mari dans un enregistrement de caméra de sécurité qui avait tout changé. Son nom était Nathalie Brox. Nathalie Brox. J'ai dit le nom à voix haute une fois, seul dans ma voiture dans le garage après avoir quitté le bureau de Rebecca, juste pour voir ce que ça faisait dans ma bouche. Ça ne faisait rien. Le nom d'une étrangère, ordinaire et sans particularité, attachée à une femme qui avait apparemment tranquillement remodelé ma vie pendant des années à mon insu. J'ai commencé à faire des recherches sur elle, comme j'imagine que la plupart des gens le font lorsqu'ils découvrent qu'une étrangère est devenue centrale dans leur mariage. Prudemment, obsessionnellement, tard dans la nuit, avec une tasse de thé qui refroidissait à côté de mon ordinateur portable, pendant qu'Éric dormait à l'étage, inconscient. La présence en ligne de Nathalie était soignée, professionnelle, exactement ce à quoi on s'attendrait de quelqu'un qui voulait projeter de la compétence. Son LinkedIn la décrivait comme une consultante en stratégie d'entreprise spécialisée dans les partenariats de croissance. Sa photo de profil la montrait dans le même style de blazer que j'avais vu chez Bellamy, souriant du sourire confiant et étudié de quelqu'un habitué à être pris au sérieux dans des salles pleines d'hommes. Mais Rebecca, toujours aussi minutieuse, est allée plus loin qu'un simple défilement sur LinkedIn. Elle a fait appel à un parajuriste pour extraire les archives judiciaires publiques, et ce qui a refait surface a brossé un tableau différent de celui que Nathalie avait construit en ligne. 2 procès civils datant de près d'une décennie. L'un d'un ancien partenaire commercial alléguant une rupture de contrat. Un autre d'un investisseur affirmant qu'il avait été trompé sur la rentabilité d'une entreprise que Nathalie avait aidé à diriger. Les 2 affaires s'étaient terminées par des règlements à l'amiable, discrets et non divulgués. Le genre de résolution qui fait disparaître un problème de la conversation publique sans jamais admettre de faute. Rien de criminel, a précisé Rebecca en me montrant les dossiers. Rien qui tiendrait comme une fraude en soi. Mais c'est un schéma. Des partenariats ratés, des gens laissés pour compte, et maintenant une société de conseil avec presque aucune activité réelle financée discrètement par votre mari. Je n'ai pas dit grand-chose en réponse. Je commençais à comprendre que les schémas étaient toute l'histoire ici. Pas une trahison dramatique, mais des années de petits mouvements prudents, chacun sans importance en soi. Chacun faisant partie de quelque chose de beaucoup plus grand quand on les voyait enfin ensemble. À la maison, Éric était devenu presque déconcertant de décontraction. C'était étrange de le regarder pendant ces semaines, sachant ce que je savais maintenant, et de voir à quel point cela semblait peu lui peser. Au contraire, il semblait plus léger, plus confiant. Un soir au dîner, de nulle part, il a mentionné la retraite. La vraie retraite, pas le genre d'hypothèse lointaine dont nous plaisantions quand nous étions plus jeunes, fauchés et rêvant d'un jour. J'ai réfléchi, a-t-il dit, coupant son poulet comme si la conversation était la chose la plus banale du monde. Peut-être devrions-nous penser à vendre la maison dans quelques années. Quelque part de plus chaud. L'Arizona, peut-être. Ou les Carolines. Quelque part avec des impôts fonciers plus bas, un meilleur temps pour mes genoux. Il a ri un peu de sa propre blague. J'ai souri et dit que ça semblait bien. Il y a 19 ans, je l'aurais pensé. Cette nuit-là, cependant, j'ai compris exactement ce qu'il me disait vraiment, même s'il ne réalisait pas qu'il me disait quoi que ce soit. Il n'imaginait pas un avenir avec moi. Il préparait une sortie, la déguisant en un rêve partagé, pour que le moment venu, lorsque les comptes seraient finalement positionnés exactement où il les voulait, la transition semblerait naturelle, volontaire. Mon idée autant que la sienne. J'aurais pu le confronter là, à la table du dîner. Certaines nuits, je restais éveillé à répéter exactement ce que je dirais.
Les mots s'arrangeant dans ma tête comme un scénario que je n'ai jamais livré. Mais Rebecca avait été claire dès notre toute première rencontre, la confrontation sans protection était la façon dont les femmes perdaient tout. Je devais être positionné avant de lui faire savoir que je comprenais ce qu'il faisait. Donc, au lieu de la colère, j'ai choisi la préparation. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai travaillé discrètement avec Rebecca pour sécuriser ma propre situation financière, agissant avec la même précision prudente qu'Eric lui-même avait apparemment utilisée pour construire sa structure cachée. Nous avons examiné l'acte de propriété de notre maison, confirmant qu'il était en copropriété, ce qui offrait une certaine protection, mais pas suffisante en soi. Nous avons documenté chaque compte joint, chaque investissement, chaque actif acquis pendant notre mariage. Construisant une trace écrite qui compterait énormément si cela devenait la bataille juridique que je soupçonnais que cela deviendrait éventuellement. J'ai ouvert un compte séparé à mon nom seul, modeste au début, déplaçant de petites sommes des revenus de mon entreprise de design. Rien d'assez dramatique pour attirer l'attention. Rien qui ne laisserait deviner à Eric que j'avais appris quoi que ce soit. C'était étrange, presque comme si je devenais une version de lui, concevant ma propre structure discrète tout en souriant à travers la table du dîner chaque soir. Mais je me suis dit que la différence importait. Je ne cachais pas d'argent pour échapper à la responsabilité. Je me protégeais d'un homme qui avait déjà décidé, apparemment il y a des années, que la responsabilité n'était pas quelque chose qu'il me devait. Eric n'a rien remarqué. C'était peut-être la partie la plus étrange de ces semaines, la facilité avec laquelle je me déplaçais dans notre vie commune, attentive, affectueuse, même en construisant un dossier contre lui derrière un sourire qui était devenu une seconde nature. Il m'a complimenté sur un nouveau projet client. Il a ramené des fleurs un vendredi sans raison particulière, le genre de geste qui signifiait quelque chose autrefois, et qui semblait maintenant un point de données. Une autre pièce d'une performance que je commençais seulement à voir clairement. Rebecca m'a contacté 2 fois cette semaine-là, principalement pour de la logistique, des signatures nécessaires, des documents à rassembler. De petits mécanismes juridiques qu'elle mettait discrètement en place pour geler certains actifs partagés de tout mouvement ultérieur sans qu'aucun de nous ne sache techniquement que le gel avait eu lieu. David, pendant ce temps, était resté silencieux pendant plusieurs jours, plongé dans la piste financière, traçant où exactement tout cet argent était allé une fois qu'il avait quitté Meridian Consulting Group. Puis, un jeudi soir, alors qu'Eric était sorti, prévisiblement, à ce qu'il m'a dit être un dîner client tardif, David a appelé. Stéphanie, a-t-il dit, et quelque chose dans sa voix m'a fait m'asseoir avant même que je ne réalise que je le faisais. J'ai trouvé où l'argent va réellement. Il ne reste pas dans la SARL. Il va complètement ailleurs. David a demandé s'il pouvait passer au bureau de Rebecca le lendemain matin au lieu de tout expliquer par téléphone. Et quelque chose dans la manière prudente dont il l'a dit m'a fait comprendre que ce n'était pas une conversation pour un appel du soir précipité. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Eric est rentré vers 22h, m'a embrassé sur le front, a mentionné que le dîner client s'était éternisé, et j'ai hoché la tête et n'ai rien dit, comme je m'étais entraîné à le faire depuis des semaines maintenant. Je suis resté allongé à côté de lui dans le noir, écoutant sa respiration, régulière dans le sommeil, me demandant ce que David avait bien pu trouver qui rendait sa voix si prudente. Le lendemain matin, je me suis assise en face de Rebecca et David dans ce même bureau impeccable avec vue sur la rivière, et David a étalé une série de pages imprimées sur la table, chacune étant une pièce d'une piste financière qu'il avait passé la meilleure partie de 2 semaines à reconstituer. L'argent de Meridian ne reste pas immobile, a-t-il expliqué, traçant une ligne sur l'une des pages avec son doigt. Il passe d'abord par 2 autres comptes professionnels, tous 2 enregistrés au nom de Nathalie Brox, tous 2 semblant sur le papier être des revenus de conseil légitimes. De là, il est réinvesti. Immobilier, principalement des propriétés d'investissement. 3 d'entre elles jusqu'à présent que j'ai retracées, toutes achetées sous des sociétés écrans distinctes, des noms différents, des agents enregistrés différents. Mais la source de financement remonte au même endroit à chaque fois. Il a fait glisser un dernier document sur la table, un acte de propriété pour une maison au bord d'un lac à 2 états de là, acheté 18 mois plus tôt sous une société appelée Brightwater Holdings. Le gérant désigné était Nathalie Brox. L'apport en capital initial, selon le dossier, provenait d'un prêt commercial qui, lorsque David a retracé les fonds d'origine, menait directement à Meridian et finalement à Eric. Il n'a pas seulement une liaison, a dit Rebecca doucement, en observant mon visage pendant qu'elle parlait. Il construit toute une seconde vie financière, financée discrètement à partir de comptes sur lesquels vous n'avez pas une visibilité complète,
structuré par une femme qui a apparemment aidé d'autres personnes à déplacer de l'argent auparavant dans des circonstances plus troubles. C'est délibéré, Stéphanie. Ce n'est pas un homme qui s'est impliqué émotionnellement et a perdu la tête. C'est un homme qui exécute un plan. Je suis resté assise avec ça pendant un long moment, fixant l'acte de propriété, le nom de la société écran, l'architecture soignée de tout cela, et quelque chose a changé en moi. Alors, pas de la tristesse exactement, bien que la tristesse soit toujours là, enfouie quelque part sous la surface. Ce qui a surgi à la place était une étrange clarté clarifiante. J'ai enfin compris la forme de ce que j'observais depuis des semaines. Nathalie n'était pas le sujet. Elle ne l'avait jamais été. Elle était une infrastructure, un moyen de déplacer de l'argent de manière à ce que, pour tout observateur occasionnel, cela ressemble à une activité commerciale sans rapport plutôt qu'à un mari redirigeant discrètement les actifs matrimoniaux avant une sortie qu'il planifiait depuis des années. Les réunions au café, les dossiers passés, la chorégraphie soignée des arrivées et départs séparés, rien de tout cela n'avait été question de romance du tout. Pas principalement. C'était une question de logistique. Tout ce qu'Éric avait construit, je l'ai réalisé, dépendait entièrement d'une seule condition, que je ne pose jamais une seule question. Ce qui compte légalement, a dit Rebecca, c'est l'intention. Prouver la liaison pourrait vous valoir un juge sympathique, mais prouver qu'il a délibérément déplacé des actifs matrimoniaux en dehors du mariage, se positionnant pour partir avec bien plus que sa juste part. C'est ce qui protège votre avenir financier. C'est sur ce point que nous devons être irréprochables. Au cours des jours suivants, j'ai travaillé avec Rebecca pour déposer ce qu'elle appelait des requêtes conservatoires, des mécanismes juridiques discrets qui gèleraient certains comptes de tout mouvement ultérieur dès leur dépôt, sans nécessiter la connaissance ou le consentement immédiat d'Éric. C'était étrange, presque surréaliste, de signer des documents qui interviendraient légalement dans mon propre mariage, alors qu'Éric était assis à 2 pièces de là dans son bureau à domicile, fredonnant quelque chose à la radio. Totalement inconscient que les murs autour de sa structure soignée se refermaient tranquillement. J'ai aussi demandé à David de m'aider à tout rassembler dans un seul dossier organisé. Relevé bancaire, acte de propriété, document de propriété de la SARL, historique de transfert, tout cela arrangé chronologiquement, indéniable, complet. Rebecca appelait ça constituer un dossier. Je pensais personnellement à cela comme construire la vérité, exposée sous une forme que personne ne pouvait contester, que personne ne pouvait contourner par des paroles. À la maison, la vie continuait dans son étrange rythme double. Éric restait affectueux, détendu, entièrement lui-même, la version de lui-même dont j'étais tombée amoureuse 19 ans plus tôt. Charmant, chaleureux et infiniment rassurant. Il m'aidait à rentrer les courses de la voiture. Il s'enquérait de mes clients en design avec ce qui semblait être un intérêt sincère. Un soir, il m'a serré contre lui sur le canapé pendant un film que nous ne regardions pas vraiment et m'a dit doucement qu'il était reconnaissant pour moi, pour nous, pour la stabilité qui avait toujours existé entre nous. Je l'ai laissé me tenir. Je ne me suis pas dérobé. Certaines nuits, je me demandais si cela me rendait malhonnête aussi, de lui permettre de croire que rien n'avait changé pendant que j'assemblais discrètement les preuves de tout ce qui avait changé. Mais je me suis dit qu'il y avait une différence entre la tromperie construite pour se protéger et la tromperie construite pour exploiter quelqu'un qui vous faisait confiance. Je faisais la première. Éric, depuis des années maintenant, faisait la seconde. À la fin de cette semaine, Rebecca a appelé avec une idée qui m'a arrêté net dans ma cuisine. Je pense qu'il est temps, a-t-elle dit, de réunir tout le monde dans la même pièce. Pas un tribunal, pas encore. Un endroit privé, contrôlé, où nous pourrons tout exposer d'un coup. Éric, Nathalie, la documentation, tout. Parfois, la chose la plus efficace n'est pas un dépôt légal. C'est simplement de forcer la vérité dans une pièce dont personne ne peut s'échapper. Je lui ai demandé quand. Quand vous serez prête, a-t-elle dit. Mais Stéphanie, une fois que nous aurons fait cela, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Vous devez être sûr. J'ai regardé autour de moi dans ma cuisine. Celle qu'Éric et moi avions rénovée ensemble 8 ans plus tôt. Celle où il m'avait aidé à choisir les poignées de placard, en riant de la ridicule situation où 2 adultes passaient 45 minutes à débattre entre le nickel brossé et le noir mat. Rien dans ce souvenir ne semblait être un mensonge. Et ça, je l'ai réalisé, était la partie la plus étrange de tout cela. Une partie avait probablement été réelle, et une autre partie, apparemment, avait été une architecture depuis le début. Je suis prête, lui ai-je dit.
J'ai loué une petite salle de conférence privée au centre-ville, dans un centre d'affaires 2 étages au-dessus d'un cabinet d'avocats avec lequel Rebecca travaillait parfois. Le genre d'espace neutre, sans particularité, qui pourrait appartenir à n'importe qui et ne signifiait rien ni pour Eric ni pour Nathalie. Des murs de verre donnant sur un couloir, une longue table avec 8 chaises, une carafe d'eau que personne ne toucherait. Je l'ai choisi délibérément. Rien n'y murmurait foyer, mariage ou 19 ans d'histoire partagée. C'était simplement une pièce, et les pièces ne prennent pas parti. J'ai invité Eric moi-même, en l'appelant un mardi et en lui disant que je devais discuter de quelque chose d'important concernant nos finances. Quelque chose qui ne pouvait pas attendre une conversation informelle à la maison. Il semblait légèrement curieux, peut-être un peu inquiet, mais pas alarmé, le ton d'un homme qui croyait, jusqu'au moment où il ne le crut plus, qu'il contrôlait toujours le récit. Rebecca, de son côté, s'est arrangée pour que Nathalie soit invitée sous le prétexte d'une affaire commerciale liée aux relations bancaires de Méridian. Quelque chose d'assez vague pour ne pas éveiller les soupçons, mais d'assez officiel pour garantir sa présence. Aucun d'eux ne savait que l'autre avait été invité à se présenter. Ce détail comptait plus que presque tout le reste dans le plan. Rebecca avait été ferme à ce sujet depuis le début. Les gens disent la vérité, avait-elle dit, quand ils sont pris au dépourvu devant la seule personne qu'ils essayaient le plus d'empêcher de savoir. Je suis arrivé la première, 20 minutes en avance, et j'ai disposé les documents sur la table moi-même, les relevés de virement bancaire, le dossier de propriété de Méridian, l'acte de propriété de Brightwater Holdings. La chronologie soigneusement construite par David reliant chaque dollar de son origine à sa destination finale. Je les ai disposés dans l'ordre, de gauche à droite, une piste visuelle qui racontait toute l'histoire sans qu'un seul mot ne soit nécessaire. Mes mains étaient stables. Je me souviens avoir été presque surprise par cela. Eric est arrivé ensuite, jetant un coup d'œil aux dossiers étalés sur la table avec une lueur de confusion qui ne s'était pas encore transformée en alarme. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» a-t-il demandé, s'installant dans une chaise en face de moi, desserrant légèrement sa cravate. La posture d'un homme s'attendant à une conversation sur les comptes de retraite, pas à un règlement de compte. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je regardais la porte. Nathalie est entrée 2 minutes plus tard, s'attendant, j'imagine, à une sorte de réunion d'affaires simple sur les relations bancaires. Elle s'est arrêtée net juste à l'entrée de la porte quand elle a vu Eric déjà assis à la table. Pendant un moment, aucun d'eux n'a bougé. J'ai vu quelque chose passer entre eux, pas tout à fait de la panique, mais la recalibration visible de 2 personnes réalisant au même instant que quelle que soit l'architecture soignée qu'elles avaient construite, elles venaient d'être exposées au grand jour. Le silence dans cette pièce s'est étiré plus longtemps que je ne l'avais prévu. Je l'ai laissé faire. Rebecca m'avait dit de ne pas le précipiter, que le silence fait un travail que la confrontation ne peut jamais faire, et elle avait raison. J'ai regardé les yeux d'Eric passer de Nathalie au document sur la table et inversement, j'ai observé le calcul qui se déroulait derrière son expression alors qu'il essayait de déterminer exactement ce que je savais. « Veuillez vous asseoir », ai-je finalement dit à Nathalie, ma voix égale, presque douce. Elle s'est assise. Je n'ai pas élevé la voix une seule fois pendant ce qui a suivi. Je me l'étais promis et Rebecca l'avait renforcé. Pas de cris, pas d'accusations lancées à travers la table, rien qui pourrait plus tard être qualifié d'explosion émotionnelle plutôt que de présentation légitime de faits. J'ai simplement commencé à leur présenter les documents un par un, dans le même ordre que David me les avait exposés des semaines plus tôt. L'historique des transferts du compte professionnel d'Eric à Méridian remontant à 5 ans. Le dossier de propriété nommant Nathalie comme unique membre fondateur. L'acte de propriété de Brightwater Holdings, la maison au bord du lac achetée 18 mois plus tôt avec des fonds remontant directement à la même chaîne. Eric a d'abord essayé de recadrer les choses. C'est une relation commerciale légitime, a-t-il dit, sa voix portant la confiance étudiée que j'imagine qu'il utilisait avec des clients nerveux. Méridian fait du conseil pour plusieurs de mes comptes. Il n'y a rien d'illégal à ça. Il n'y a rien d'illégal à une relation de conseil, ai-je convenu calmement. Il y a quelque chose de très illégal, ou du moins de très attaquable, à transférer systématiquement des actifs matrimoniaux dans des entités écrans conçues pour les garder hors de portée de votre femme en préparation d'un divorce que vous ne m'avez jamais mentionné. Sa bouche s'est légèrement ouverte, puis s'est refermée. À côté de lui, Nathalie était devenue très immobile, ses yeux fixés sur l'acte de propriété de la maison au bord du lac, et j'ai compris, en regardant son visage, que peut-être même elle n'avait pas entièrement saisi à quel point son nom avait été directement lié à la piste.
C'est à ce moment-là que Rebecca est entrée, précisément au bon moment, suivie un instant plus tard par David, tous deux portant des dossiers supplémentaires, tous deux s'installant dans les deux chaises restantes à la table, avec l'efficacité calme de professionnels qui avaient déjà fait cela. L'expression d'Eric a de nouveau changé, la couleur se retirant légèrement de son visage alors qu'il réalisait exactement ce qu'était cette pièce. Pas une conversation, une présentation. Un dossier déjà construit, déjà complet, n'attendant que ce moment précis pour être exposé devant lui. Monsieur Adams, a dit Rebecca, son ton sec et entièrement professionnel. Tout ce qui se trouve devant vous a déjà été examiné par un comptable judiciaire. Nous avons 5 ans de transferts documentés, d'actes de propriété et de dépôt d'entreprise établissant un schéma clair de dissimulation d'actifs. Je veux être direct avec vous. Ce n'est pas une négociation pour savoir si ces documents existent. C'est une conversation sur ce qui se passe ensuite. Eric m'a regardé, puis m'a vraiment regardé, d'une manière qu'il n'avait pas faite depuis des semaines, peut-être des mois. J'ai vu quelque chose s'effondrer derrière ses yeux. Pas tout à fait de la culpabilité, pas encore, mais la panique spécifique d'un homme réalisant que la femme en face de lui avait passé des semaines à construire un dossier complet pendant qu'il se félicitait de la fluidité avec laquelle tout se déroulait. Stéphanie, a-t-il commencé. Je peux expliquer. Je sais, ai-je dit doucement. C'est exactement pour cela que nous sommes ici. Rebecca a fouillé dans son sac et en a retiré une dernière enveloppe, scellée, d'aspect officiel, et l'a fait glisser lentement sur la table jusqu'à ce qu'elle s'arrête directement devant Eric. Il l'a fixée pendant un long moment avant de l'atteindre, ses mains, pour la première fois de la soirée, visiblement tremblantes. Il l'a ouverte. Son visage est devenu complètement pâle. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvaient 3 documents, et j'ai regardé les yeux d'Eric parcourir chacun d'eux, son expression changeant à chaque page qu'il tournait. Le premier était une ordonnance de protection des actifs formels que Rebecca avait déjà déposée, gelant tout mouvement ultérieur sur les comptes que David avait retracés, avec effet immédiat. Le deuxième était une injonction financière liée spécifiquement à Méridian et aux propriétés qui y étaient connectées. Un mécanisme juridique qui exigerait une divulgation et une comptabilité complète de chaque dollar qui était passé par ces canaux au cours des 5 dernières années. Le troisième était notre demande de divorce, déjà rédigée, déjà signée de mon côté, n'attendant que la date à remplir. Eric a posé les papiers lentement, ses mains toujours pas tout à fait stables, et pendant un long moment, il n'a rien dit du tout. Je l'ai regardé comprendre en temps réel que ce n'était pas le début d'une conversation. C'était la fin d'une conversation qui avait en fait commencé des semaines plus tôt sans qu'il ne sache jamais qu'elle avait lieu. Tu as déjà, a-t-il commencé, puis s'est arrêté, regardant Rebecca, David, les dossiers toujours étalés sur la table. Ceci est déjà déposé. Une partie, a dit Rebecca calmement. Le reste le sera, en fonction de la suite de la conversation. Eric m'a regardé à nouveau, et je pouvais le voir chercher quelque chose à dire, une version des événements qui pourrait adoucir ce qui était si clairement exposé devant lui. J'allais tout expliquer, a-t-il finalement dit, sa voix plus basse maintenant, dépouillée de la confiance qu'elle portait lorsqu'il était entré dans la pièce. J'avais juste besoin de plus de temps. J'allais te le dire, Stéphanie, je te le jure. Je crois, à ce moment-là, qu'une partie de lui pensait vraiment que c'était vrai. Que quelque part dans son esprit, il avait une version de l'histoire où il finissait par s'asseoir avec moi et tout avouer doucement, selon ses propres termes, au moment de son choix. Mais cette version exigeait que mon ignorance dure exactement aussi longtemps qu'il en avait besoin, et pas un jour de plus. Elle exigeait que je continue à lui faire confiance jusqu'à ce qu'il décide que je n'en avais plus besoin. Tu n'as pas construit un avenir pour nous, ai-je dit doucement. Et je me souviens à quel point ma propre voix semblait calme. À quel point ce calme semblait étrange compte tenu de tout ce qui se cachait en dessous. Tu en as construit un qui ne fonctionnait que si je ne le découvrais jamais. Nathalie n'avait pas parlé pendant tout ce temps. Elle est restée assise, très immobile, ses yeux passant des documents au visage d'Eric. Et quand je l'ai finalement regardée directement, c'est elle qui a détourné le regard la première. Elle a rassemblé son sac un moment plus tard, s'est levée et a quitté la pièce sans un seul mot, pas une excuse, pas un démenti, rien. Je pense que d'une manière étrange, cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur la part d'affection réelle dans tout cela et sur la part qui n'était simplement qu'une affaire qu'elle était devenue trop à l'aise de mener. Eric est resté un peu plus longtemps, disant des choses dont je ne me souviens plus vraiment maintenant. Des excuses qui se sont estompées en une sorte de bruit de fond.
Ce dont je me souviens, c'est le moment où il a finalement compris que rien de ce qu'il dirait dans cette pièce ne changerait quoi que ce soit, parce que les décisions avaient déjà été prises des semaines plus tôt, tranquillement. Pendant qu'il était occupé à croire qu'il détenait encore tout le contrôle. Il est finalement parti, l'enveloppe toujours sur la table, son contenu n'étant plus quelque chose qu'il pouvait prétendre ne pas avoir vu. Les mois qui ont suivi n'ont pas été dramatiques comme je l'avais imaginé autrefois, à l'époque où j'ai commencé à tenir ce carnet noir. Il n'y a pas eu de confrontation explosive au-delà de cette salle de conférence. Pas de scène publique, pas de cris, juste de la paperasse, des avocats et le processus lent et peu glamour de démêler 19 ans d'une vie partagée en 2 vies séparées. La documentation de David a tenu bon, exactement comme Rebecca l'avait promis. La maison, que nous avions rénovée ensemble, qui contenait 8 ans de souvenirs, y compris 45 minutes passées à débattre des poignées de placards, est restée mienne. Mes finances, soigneusement protégées pendant ces semaines tranquilles avant la réunion, sont restées intactes. Je n'ai pas cherché à me venger. Pas vraiment, bien que je comprenne pourquoi certaines personnes pourraient s'attendre à cette fin pour une histoire comme celle-ci. Je n'avais pas besoin qu'Eric soit humilié publiquement ou puni au-delà de ce que les faits eux-mêmes exigeaient. Ce que je voulais à la fin, c'était simplement ce qui m'appartenait, protégé et sécurisé, et la vérité exposée assez clairement pour que personne, y compris Eric lui-même, ne puisse prétendre que cela avait été autre chose que ce que c'était. J'ai créé ma propre agence de design le printemps suivant, quelque chose dont j'avais parlé pendant des années, mais que je n'avais jamais trouvé le courage de poursuivre pendant que j'étais occupé à construire une vie autour des plans de quelqu'un d'autre. C'était étrange au début, de signer un bail uniquement à mon nom, mais l'étrangeté s'est estompée plus vite que prévu. Il y a une sorte de paix particulière qui ne vient pas de la victoire, mais de la compréhension finale de sa propre situation. Certaines nuits, quand je me permets d'y penser, je réalise que la trahison n'est pas toujours un moment dramatique unique. Parfois, ce n'est pas un mensonge dit une fois et regretté. Parfois, ce sont des années passées à construire tranquillement une vie qui n'a jamais été destinée à vous inclure. Un petit transfert, une réunion prudente, un dossier passé sur une table à la fois, jusqu'au jour où un étranger doit être celui qui vous dit la vérité sur votre propre mariage. Il y a quelques mois, je suis passé en voiture devant ce même supermarché sur Elm Street, celui avec la boulangerie qui sent la cannelle. Je n'y étais pas retourné depuis ce samedi. J'ai ralenti sans vraiment le vouloir, regardant l'entrée, me souvenant de la voix prudente de Frank, de la façon dont il avait choisi de me dire quelque chose qu'il n'était pas de sa responsabilité de dire, simplement parce qu'il pensait que je méritais de savoir. J'ai souri. Non pas parce que j'avais gagné quoi que ce soit exactement, mais parce qu'un samedi ordinaire, un homme plus âgé avec 22 ans derrière ce gilet vert a décidé que dire la vérité importait plus que de se taire. Et ce simple choix m'a rendu ma vie. Si vous êtes arrivé jusqu'ici avec moi, merci d'être resté jusqu'à la fin. Je veux savoir ce que vous auriez fait à ma place. L'auriez-vous confronté dès la première nuit? Ou auriez-vous attendu comme je l'ai fait? Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi d'où vous regardez ce soir. Nous avons tellement d'autres histoires comme celle-ci à partager avec vous. Alors, s'il vous plaît, abonnez-vous pour ne pas manquer ce qui va suivre. Continuons à parcourir ces histoires. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.